À la fin de la dernière glaciation, la montée du niveau de l'océan fait connaître à l'estuaire de la Gironde différents régimes hydrauliques, évoluant du petit cours d'eau encaissé jusqu'au grand bras de mer actuel. Les dynamiques sédimentaires associées à ces variations participent à l'évolution constante des paysages. Entre les sites actuels de Blaye et Mortagne-sur-Gironde, un chapelet d'îles apparaît et condamne le chenal primitif de la rive droite. À l'arrière de ce bourrelet alluvial se forme progressivement une vaste dépression marécageuse. Ce milieu offre des conditions de vie attrayantes pour l'homme qui occupe dès lors les bordures du marais. Cette mer intérieure se comble entièrement avant la fin du néolithique et prend la forme d'une vaste tourbière. Au cours du deuxième âge de fer, une nouvelle transgression submerge le marais. Il est connecté à nouveau à l'estuaire par des passages d'eau situés sur les points bas du bourrelet alluvial, correspondant aux séparations entre les anciennes îles. L'occupation du site est très dense et ponctuée de nombreux sites d'exploitation du sel. Le comblement sédimentaire entraîne à nouveau la fermeture progressive de cette mer intérieure. Durant le Haut Empire romain, l'exploitation du sel se poursuit et l'activité portuaire se développe fortement. Une liaison à travers le marais permet de relier la terre ferme au rivage de l'estuaire. Les espaces boisés s'ouvrent progressivement avec l'étalement des terres agricoles et l'exploitation du bois. Les surfaces en eau diminuent encore et au Moyen Âge, le marais devient un réseau d'étais naturels plus ou moins large alimenté par le flux des marais. Des bateaux de bonne taille entrent encore dans le marais pour accéder aux ports de Braux et d'Anglade. Une importante population vit du marais, tirant ses revenus de la pêche, de la chasse et de l'exploitation de la salicorne utilisée dans la fabrication du verre. À la fin du XVIe siècle, les techniques de poldérisation des Pays-Bas sont connues. L'idée d'assécher les marais considérés comme insalubres pour les transformer en labour est dans l'air. La mise en œuvre d'ouvrages d'envergure débute dès le XVIIe siècle. Une digue de 20 km permet de contenir les eaux de l'estuaire et un canal de ceinture isole la zone à dessécher des eaux venues de l'arrière-pays. Un système d'écluses toujours placé sur les mêmes points bas du bourrelet alluvial permet l'évacuation vers l'estuaire des eaux drainées. Les terres conquises sont alors destinées à la culture ou à l'élevage. Ce grand projet d'assèchement est ponctué d'imprévus et d'accidents remettant souvent en cause les travaux antérieurs. Des campagnes de travaux se poursuivent au cours du XIXe siècle, faisant progresser les aménagements vers le nord. D'importantes dynamiques sédimentaires entraînent au cours du XXe siècle de grandes transformations de la pointe nord du marais. Un banc de sable, dit banc de Saint-Seurin, est apparu au droit de Mortagne-sur-Gironde au XIXe siècle. Il s'étire au fil des années et se rapproche des mattes, nom donné à la formation s'étendant entre le pied des falaises et le rivage. Sommairement aménagées et toujours exposées aux submersions, elles sont fauchées au début de l'été, puis laissées à la vaine pâture jusqu'au début de l'hiver. Le raccordement s'effectue en 1933, mais le banc est artificiellement séparé du shore existant par un canal entretenu et raccordé aux chenaux de Mortagne et de Port-Maubert. Le canal entretenu finit par disparaître et les chenaux des ports sont prolongés directement au travers du marais, alors dit de Saint-Seurin. Dans les années 50, un nouveau shore s'étend en avant de l'ancien. Le développement de cette végétation halophile fixe de grandes surfaces. Dès le début des années 60, un ingénieur des ponts et chaussées arrivé récemment dans la région a des vues sur ces nouvelles terres. Il acquiert des parcelles de faible valeur des mattes de façon à obtenir une bande continue le long du littoral. Il fait alors une demande de concession au port autonome de Bordeaux pour 3 lots de marais et commence l'endiguement avant même d'obtenir une réponse. Une fois mis hors d'eau, divers aménagements permettent leur mise en culture. De nombreuses oppositions à ces opérations sont manifestées par les locaux, avançant qu'on les prive de leurs espaces de chasse, de pêche et de mise en pâture traditionnelle. Malgré ces revendications, l'exploitant obtient gain de cause. Avec le remembrement, les petits éleveurs des mattes ne pouvant plus s'adapter aux normes sanitaires imposées sont contraints à l'abandon. Les travaux sur les polders ont été observés avec intérêt par certains exploitants qui suivent son exemple, motivés par les prix garantis des céréales. Les terres assainies sont mises en culture et l'élevage devient marginal. Pendant plusieurs décennies, ces parcelles offrent d'excellents rendements. La tempête Martin cause en décembre 1999 d'importants dégâts sur la rive droite de l'estuaire, éventrant les digues des polders et submergeant les terres derrière eux.
Les techniciens présents sur place considèrent qu'il est impossible de reconstruire la digue au même endroit. Le 7 janvier 2000, le préfet de Charente-Maritime ordonne dans le cadre du plan Orsec la construction d'une nouvelle digue plus à l'intérieur des terres, sur les anciennes mattes. Cette décision est prise dans l'urgence par crainte des marées importantes annoncées. De fortes tensions apparaissent avec les exploitants des terres cultivées se trouvant devant cette nouvelle digue. Une issue est trouvée par l'acquisition des parcelles concernées afin de compenser les pertes engendrées. Le Conservatoire du littoral devient propriétaire des polders de Mortagne et Chenac en novembre 2000. L'ambition est de remettre à l'état naturel ces terres jusqu'alors soumises à une agriculture intensive. En 2001, la brèche de l'angle sud-ouest du polder est colmatée afin de ne pas affecter le chenal du port de Mortagne. Un busage est réalisé à la limite nord de la parcelle en 2003. Il permet la circulation de grandes masses d'eau chargées en sédiments. Le sol du polder, alors affaissé de presque 1 mètre par les activités agricoles passées, s'élève au fil des marées par le dépôt de cette matière en suspension. Le chemin central qui retenait les eaux dans le casier sud après le retrait des marées s'efface à partir de 2006. Le passage de la tempête Xynthia provoque de nouvelles submersions, mais aux conséquences moindres comparées à l'épisode Martin. La forte dynamique d'érosion actuelle entraîne un recul rapide de la rive jusqu'à atteindre l'angle nord de l'ancien polder. La digue s'érode et s'ouvre. Un nouveau chenal se forme entre les anciennes cultures et l'estuaire. Au fil des années, une végétation hallophile s'installe et s'étend sur les terres rehaussées, fermant progressivement l'espace du polder. Des espaces ouverts sont entretenus grâce à la mise en pâture des prés salés, permettant de conserver une diversité d'habitats sur ces terres naturées. La régénération de milieux de prés salés et de roselières en une vingtaine d'années seulement illustre la grande capacité de résilience des sols. L'épaisseur de zones humides retrouvées derrière le rivage, d'une grande richesse écologique, constitue une zone tampon capable d'absorber une grande partie de l'énergie s'exerçant sur les infrastructures de protection. Ces événements récents observés sur cette portion de marée, ainsi que l'historique de son ensemble, questionnent, à la vue des changements globaux en cours, l'évolution future de ce territoire.